Une fois après avoir vu les 131 épisodes composant actuellement l'anime Dragon Ball Super, beaucoup se sont posé la même question. D'accord, c'est pas trop mal, mais il est où le super qui est dans le titre? Souvent à raison, puisque après avoir parcouru deux styles graphiques, un très coloré qui servait de cache-misère et un plus lumineux et contrasté qui était là par demande des fans et qui ne servait à rien si ce n'est par nostalgie de Dragon Ball Z, eh bien c'est pas si super que ça. Certes, Dragon Ball Super ressemble à une suite de Dragon Ball, mais à force de bloquer entre nostalgie lumineuse trop contrastée et bouillie lumineuse trop colorée, la série s'auto-restreignait d'une réelle évolution dans le style graphique. Du coup, on était clairement en droit de se demander où était passée l'évolution demandée entre Dragon Ball et la suite. Et c'est finalement avec ce film Dragon Ball Super Broly qu'on peut observer l'évolution tant attendue de Dragon Ball. Putain, ça c'est Dragon Ball Super. Salut à toutes et à tous, c'est Niki et bienvenue pour cette critique et analyse du film Dragon Ball Super Broly. Jusqu'ici vous êtes tranquille, il n'y aura pas de spoil, mais je rentrerai par la suite dans la partie spoil de la vidéo et là ce sera à vous de décider si vous voulez rester ou non. Quoi qu'il en soit, le timer de début de spoiler apparaît en bas à droite de votre écran. Alors commençons tout de suite, qu'est-ce que j'ai pensé du film ? Pendant le visionnage du film, je suis passé par une multitude d'émotions positives comme négatives, un véritable torrent d'émotions. Et une fois le crédit de fin arrivé, la première chose que j'ai ressentie c'est une profonde déception que je n'arrivais pas à expliquer. Alors je me lève de mon siège, j'y réfléchis et plus j'y pense, plus cette déception grandit. Les raisons traversent peu à peu mon esprit, je trouve une multitude de points négatifs à mettre en avant sur ce film, mais je n'arrive pas à les énoncer, puisque la raison de cette déception n'est pas les points négatifs en eux-mêmes, mais quelque chose que j'avais dit suite à une interview de Toriyama avant la sortie du film. Putain, je me sentirais vraiment super mal si le film Dragon Ball Super Broly était naze d'une quelconque manière. La forme sera forcément over insane, la toile ont mis le budget pour, ce qui me fait peur c'est surtout le fond. Et ça a pas loupé. Le film est très bon, rien à redire là-dessus, tant sur la forme que sur le fond, sans aucun doute le meilleur film Dragon Ball qui ait jamais existé jusque-là. Le problème étant qu'il se contente de peu alors qu'il aurait pu viser largement plus haut. Il se limite à peu de choses et s'auto-restreint bêtement. Et ça me fait terriblement mal de dire ça après le boulot de Toriyama et de la Toei qui ont été sur ce coup vraiment irréprochables. Chaque seconde de ce film transpire la passion Dragon Ball, la vraie, celle qui te fait dire putain voilà ça c'est Dragon Ball Super. Et non, ce film c'est pas du bon Dragon Ball, ça s'éloigne grandement de Dragon Ball, et ce pour une raison très simple, cette suite se dissocie d'une certaine manière de l'œuvre originale, créant ainsi sa propre identité sous la bannière Dragon Ball. Ce dont Dragon Ball a besoin, c'est pas ce qui l'a rendu bon et autant apprécié aujourd'hui. Dragon Ball a besoin d'évoluer avec de nouveaux points positifs et de nouvelles perspectives. Ce film, c'est donc pas du Dragon Ball, c'est du Dragon Ball Super, du bon Dragon Ball Super. Certes une suite, mais surtout une œuvre à part entière apportant ses propres idées et son propre visuel. La licence a évolué, et finalement en bien. Au final, c'est la première chose que je me suis dit sur ce film, c'est comme ça qu'aurait dû être Dragon Ball Super. Une suite avec une signature originale sans pour autant oublier ce qui a été fait par le passé. Tout ce qui était attendu en bien, c'était une évolution, et c'est ce qui est arrivé. Le film profite d'une mise en scène et d'une réalisation splendide, celui-ci enchaîne les références pour les fans et se permet le luxe de développer et réutiliser bon nombre d'éléments liés à la mythologie Dragon Ball dont on n'entendait plus parler depuis longtemps. Le tout est visuellement monstrueux, franchement y a rien à dire, l'animation claque et les dessins suivent correctement. C'est dynamique, intense, les styles se mélangent et les chorégraphies des personnages pendant les combats sont fluides et parfaitement bien exécutées. Concernant Broly, le principal intéressé, son rework est excellent, le background et ce qui entoure le personnage est très bien développé. Il est psychologiquement meurtri par son histoire et garde malgré tout une part de douceur au fond de lui. Au final on s'attache au personnage et on crée de l'empathie pour lui grâce à ce côté plus humain. C'est brillant et c'est ce qui manquait au personnage de base, à part crier nu Kakaroto toutes les 5 minutes, il avait pas grand chose. Concernant Paragus, c'est différent, mais son rework est tout aussi réussi. Le personnage est animé par une haine et une terrible soif de vengeance. Il n'a pensé qu'à ça toute sa vie et fait contraste à Broly sur 3 plans différents. Le premier par rapport à leurs personnalités qui sont sensiblement différentes. La seconde par rapport à leur motivation. Paragus veut se venger à tout prix par fierté, mais également par amour pour son fils, alors que Broly obéit aveuglément par amour envers son père sans que ce soit ce qu'ils veulent réellement faire. Au final, il ne se demande même pas ce qu'il veut lui-même. Ça développe une relation père-fils très complexe. Et donc le troisième plan est par rapport au spectateur qui, comme dit plus tôt, s'attache à Broly et finit par haïr Paragus sans pour autant rejeter la valeur de ses actes, parce que ses motivations et ses actes sont au final plus ou moins compréhensibles. En dehors de Broly et Paragus, les nouveaux personnages introduits par ce film font une bonne prestation mais mitigée. Lemo et Chilai par exemple sont deux personnages attachants, ils profitent d'un caractère design et d'une personnalité originale vraiment réussie, sont importants pour l'intrigue et la mise en avant de la personnalité et du background de Broly. En soi, on n'en demande pas plus. Pour
finir par rapport au personnage, Vegeta profite d'une excellente mise en avant qui est de base logique pour l'intrigue du film, et franchement ça fait du bien d'avoir un Vegeta qui sert à quelque chose dans un film Dragon Ball. D'habitude en dehors de se faire one shot par un antagoniste, il est franchement pas super bien représenté, et pourtant ici c'est lui qui ouvre le bal et offre un excellent spectacle. Au minimum il fait jeu égal avec Goku pour ne pas dire qu'il est bien mieux mis en avant que lui. Les décors quant à eux sont variés et pour la plupart vraiment réussis, je pense notamment à la planète Vegeta, l'architecture des bâtiments de la civilisation Saiyan, etc. C'est bien pensé et vraiment bien respecté. Quant à l'intrigue, elle fonctionne parfaitement bien, l'histoire s'enclenche et se poursuit avec un bon rythme et qui n'a clairement pas été facile à mettre en place étant donné la courte durée du film et le nombre d'éléments à mettre en avant. Et malgré ça, le film réussit à transmettre différentes émotions en passant habilement par la tristesse, l'humour et l'intensité des combats sans oublier quelques éléments purement entre guillemets fanservice qui fonctionnent plutôt bien. Notamment la transition passé-présent du film super bien exécutée mais toutefois un peu trop vite expédiée. Le premier point négatif du film qui en engendre un bon paquet d'autres est évidemment la durée du film. C'est la première chose qui m'a sauté aux yeux durant le visionnage et une fois le film terminé. 1h39 c'est beaucoup trop court pour développer quoi que ce soit ou instaurer un rythme stable. Et bien que le film ne s'en sort pas trop mal niveau rythme comme dit plus tôt, ça reste beaucoup trop rushé, ça va trop vite. Le film ne respire pas, on dirait Eminem qui tape un freestyle, ça aurait été clairement mieux de poser les choses plus calmement. Certains éléments scénaristiques sont rapidement abordés mais vite expédiés et vite oubliés. Certains personnages sont présents en guise de caméo, blagues ou fanservice et sont soit inutiles à l'intrigue, soit très mal exploité car encore une fois, la durée du film, c'est terriblement dommage parce que c'est le seul gros point noir du film. En étant un poil plus long, ça aurait permis plus de possibilités scénaristiques dont une meilleure exploitation de certains personnages et certaines scènes mais aussi de mieux développer certains éléments du film. Honnêtement, j'ai trouvé la transition passé-présent du film vraiment stylée, bien pensée et bien mise en scène mais elle est trop rapidement expédiée. C'est dommage et c'est comme ça pour beaucoup d'autres trucs. Le reste des défauts du film reste mineur mais il y en a un qui m'a particulièrement cassé les couilles. Les OST c'est pour les putes. Sérieux, il y a le son Blizzard qui a été fait spécialement pour le film et il est seulement utilisé pour l'ending du film et son trailer. Du coup, pendant tout le combat Goku Broly, on se retrouve avec des vieux annonceurs qui font passer la scène pour un combat de catch, ce qui d'une part ne sert à rien, d'autre part déstabilise le spectateur pendant le visionnage, mais qui en plus fait perdre de l'impact et de la crédibilité à la scène en question. J'ai pas compris cette décision de la Toei, c'est peut-être rigolo pour eux d'entendre des Kakaroto Broly à droite à gauche, mais en vrai c'est vraiment pas drôle. Je me suis dit, mais attends, ils ont repris des voix des précédents films Broly pour taper une référence ou c'est comment là? Concernant la personnalité des personnages, il y a 2-3 points à souligner. Le principal intéressé est sans aucun doute Goku. Comme d'habitude, c'est un sacré débile profond, il passe vraiment pour un gamin immature et stupide et ce à de multiples reprises. Alors certes ça amène quelques scènes drôles qui m'ont fait rire et vous ça vous choque probablement pas d'entendre ça, mais encore et toujours la personnalité du personnage n'est pas respectée et c'est un problème. Concernant Bulma, j'ai l'impression que la personnalité et les manières du personnage ont très légèrement été modifiées pour coller à la nouvelle voix du personnage, ce qui n'est pas très grave en soi et même plutôt normal. Quant à Kikono et l'autre machin bleu aux cheveux roses, contrairement à Lemo et Chilla, ils sont bien plus osef et servent plus de plantes qui permettent à Freezer de s'exprimer qu'autre chose. Pour terminer niveau personnage, j'ai souvent eu l'impression que certains personnages, notamment le roi Vegeta et Paragus, surréagissaient à certains événements ou certaines actions ou paroles. Ça dérange pas plus que ça, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué. En dernier point négatif, je vais forcément parler de la CGI du film. Autant certaines scènes 3D se remarquent mais passent vraiment crème, ce qui est quand même plutôt un exploit en soi, autant d'autres scènes, ça saute aux yeux. C'est pas mal fait en soi, ça crée juste un énorme contraste avec le reste du visuel du film, ce qui dérange fortement pendant le visionnage puisqu'on a l'impression de regarder une cinématique de jeu vidéo ou autre. Enfin bref, je pense avoir fait le tour des points positifs et négatifs du film, alors passons maintenant dans les détails avec la partie spoil de la vidéo. Donc si vous avez pas encore vu le film, c'est évidemment la partie où vous likez la vidéo, vous la partagez, vous laissez un commentaire, oh Aniki t'es trop fort, la vidéo est géniale, et après vous vous en allez. Les 20 premières minutes du film sont legit parfaites, le rythme et la mise en scène fonctionnent parfaitement bien et l'histoire se met correctement en place. On comprend comment Freezer a obtenu le contrôle des Saiyans et de la planète Vegeta, pourquoi le roi Vegeta a pris la décision d'envoyer Broly sur une autre planète, ce qui au passage explique la haine de Paragus envers le roi Vegeta et Vegeta en lui-même et rend logique la seconde partie du film par rapport au combat Broly contre Goku et Vegeta. D'ailleurs, toute l'histoire autour de Paragus et Broly est monstrueuse. Une fois Paragus et Beats arrivés sur la planète Vampa, ils se rendent compte que le vaisseau est HS, ce qui les empêche de quitter la planète avec Broly. Cette planète étant très inhospitalière, ils se rendent vite compte qu'ils sont vraiment giga dans la merde, puisque même si des Saiyans partaient à leur recherche, ils allaient probablement mourir de faim avant, vu qu'ils n'ont pas énormément de stock de nourriture en réserve. Et là, plot twist de fou, Paragus tue froidement Beats pour éviter d'avoir une bouche de plus à nourrir. C'est pour ça que je disais que les personnages inédits au rework de ce film sont excellents. En soi, Beats, on s'en bat les couilles en tant que spectateur, on vient de le rencontrer et malgré ça, sa mort est vraiment marquante. C'est comme ça qu'on commence à détester Paragus en tant que spectateur. D'ailleurs, une théorie circule autour de la mort de Beats, et c'est super sombre. Apparemment, Broly et Paragus auraient
utiliser les vêtements de Beats après sa mort avant de l'avoir mangé. Du cannibalisme dans Dragon Ball, c'est vraiment ouf. La séparation de Guinée, Bardock et Goku fonctionne elle très bien, elle est émouvante, même plutôt triste, l'OST en fond est en accord avec ça et donne au final une scène magnifique. Cette scène s'accorde très bien à la suite avec la destruction de la planète Vegeta et la mort de Bardock, mais c'est malheureusement à ce moment-là que les premiers problèmes du film apparaissent. Guinée profite de sa première apparition animée et ne va avoir un temps d'écran que de 3 minutes à peine sur une adaptation du chapitre bonus Dragon Ball Minus. Certes, on en voit suffisamment pour afficher et comprendre sa personnalité, mais c'est très peu pour un cœur de fan. Bardock, le concernant, c'est encore pire. Je m'attendais à une grosse confrontation contre Freezer et son armée, et finalement c'est ultra vite expédié. Grosse boule rouge, déferlante bleue, un petit cri, et Prout et il est mort avec la planète Vegeta et les Saiyans. Et c'est ce que j'expliquais plus tôt, la courte durée du film empêche le développement de certains éléments scénaristiques et le trop grand nombre de scènes coupées casse le rythme établi à la base. Et même si ça détruit pas totalement le rythme du film, bah ça joue négativement dessus. S'ensuit la fameuse transition passé-présent, encore une fois un peu trop vite exécutée, ce qui est dommage puisque certes c'est full fan service, mais l'idée est bonne et c'est bien mis en scène. On nous indique ensuite que Bulma avait 6 Dragon Ball de côté et qu'elles ont été volées par des soldats de l'armée de Freezer. Goku et Vegeta accompagnés de Bulma et Whis décident donc de récupérer la 7ème Dragon Ball pour éviter que Freezer puisse invoquer Shenron et ainsi réaliser son vœu. Premièrement, cette pirouette scénaristique pour faire en sorte que Goku, Vegeta, Freezer, Broly et Paragus se tombent dessus est logique et vraiment bien pensée. Maintenant, il manque un détail à l'intérieur. Pourquoi Bulma et Freezer ont besoin de ces Dragon Ball? Eh bien pour la même raison. Bulma souhaite rajeunir de 5 ans, d'une part pour rester jeune en apparence, mais d'autre part pour éviter que tout le monde remarque un changement trop brutal dans son apparence. Quant à Freezer, celui-ci ne souhaite pas devenir immortel comme supposé par plusieurs personnages, mais souhaite grandir de 5 cm, pas un de plus pour éviter que ça se remarque. La corrélation entre le vœu de Bulma et celui de Freezer est inattendue et vraiment drôle. Personnellement, je m'y attendais vraiment pas et c'est typiquement le genre de blague un peu débile que Toriyama aime faire. Par la suite, Paragus et Broly sont retrouvés par Lemo et Chilai sur la planète Vampa et on voit enfin la première patate de Broly. Putain, cette haine et cette puissance dans son coup de poing, c'est du jamais vu. Puis une petite embrouille entre Chilai et un soldat random de l'armée de Freezer apparaît, embrouille d'ailleurs plutôt cliché mais qui permet d'introduire une problématique. Broly a un cerveau cassé. Quand je vous dis qu'il est psychologiquement meurtri, c'est pas une expression, c'est vraiment le cas. Celui-ci porte un collier électrique autour du cou que Paragus contrôle avec une télécommande. Une fois de plus, ça renforce la haine du spectateur envers Paragus et crée un peu plus d'empathie pour Broly. C'est une action vraiment cruelle et inhumaine, mais bizarrement elle a sa nécessité puisque sans ça, Broly perd la tête et peut détruire et tuer tout ce qui l'entoure. Dans le même délire, on peut parler de l'amitié entre Broly et Ba. Comment ça, Ba? Non, le personnage s'appelle Ba. Ah! Bref, leur amitié est vraiment touchante, mais malheureusement Paragus n'aimait pas cette amitié et finira par tirer sur l'oreille de Ba, ce qui l'énervera et brisera l'amitié qu'il a avec Broly au passage. En souvenir de leur amitié, Broly utilise son oreille comme une sorte de vêtement qu'il porte autour de sa taille. Alors déjà, Paragus, fils de pute! Et ensuite, faut pas faire ça Broly, c'est comme si j'ai un ami qui meurt, je lui coupe une couille et je m'en fais une potala que je garde à mon oreille en souvenir de notre amitié. C'est giga cringe. Enfin bref, c'est un élément plutôt sombre qui contraste très bien avec l'histoire de Vegeta et celle de Goku. Les méthodes d'éducation de Paragus sont douteuses et laissent penser que c'est entièrement de sa faute si Broly est comme ça aujourd'hui, malgré que ça ait probablement garanti leur survie sur la planète Vampa. Par la suite, le combat Vegeta-Broly apportera quelque chose d'intéressant. Au départ, Vegeta ne se bat pas à fond et se contente de tester Broly. Puis Broly commence peu à peu à prendre le dessus sur Vegeta avant que celui-ci décide de se transformer en Super Saiyan et de totalement le surclasser. Bon, ça en soi, c'est pas plus intéressant que ça. Tester son adversaire en enchaînant les transformations petit à petit, c'est quelque chose de classique dans Dragon Ball. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois de plus, Broly finit par rivaliser avec Vegeta et SSJ et même prendre le dessus sur lui. Il s'améliore coup après coup durant son combat. L'explication qui est donnée est que Broly ne s'est jamais réellement battu contre un véritable adversaire. Il a un potentiel de combat monstrueux qui ne demande qu'à être libéré, et c'est justement ce qu'il fait en combattant. Le personnage possède un power scaling très contextuel mais très intéressant. Vegeta se transforme en SSJ, le one shot et Broly commence à s'énerver, et là Paragus se rend compte qu'il n'a plus sa télécommande. Oui, c'est la merde. La puissance de Broly commence à atteindre un niveau monstrueux. Celui-ci bloque un coup de poing de Vegeta et SSJ sans aucun souci et prend même le dessus sur lui. Et ce grâce à un deuxième plot twist très intéressant, Broly a mis au point une technique qui lui permet d'utiliser sa puissance qu'il obtient en forme d'Uzaru sans avoir besoin de se transformer en Uzaru. Goku décide de prendre le relais et là le power scaling mis en place précédemment est presque foutu en l'air. Vegeta et Goku possèdent la même puissance de combat, ça se voit notamment en intro du film, et là où Vegeta et SSJ a du mal à prendre le dessus sur Broly, Goku va le faire sans même se transformer en Super Saiyan. Ça n'a pas beaucoup de sens et même si on peut plus ou moins trouver des explications, bah aucune ne sera réellement viable parce que même si Broly garde le dessus, il est censé ne laisser aucune chance à Goku et de loin, ce qui n'est pas le cas ici. Au passage, on se rend compte d'une chose qui explique plus ou moins le comportement de Paragus par rapport à Broly. Celui-ci est effrayé par son fils, il ne le comprend pas et a peur que Broly finisse par le tuer d'une manière ou d'une autre, ce qui l'a poussé à être aussi cruel avec lui. Quand je vous avais dit qu'il y a une relation père-fils très complexe entre Broly et Paragus, je vous avais pas menti. D'ailleurs, Goku essayera d'utiliser l'Ultra Instinct pendant qu'il est transformé
transformer en Super Saiyan God, mais il n'y arrivera pas et se transformera simplement en Super Saiyan Blue, ce qui laisse supposer quelque chose d'intéressant, mais je dis rien pour l'instant. Broly atteint sa pleine puissance et Goku en SSJB prend finalement le dessus. Freezer se souvient de la manière dont Goku s'est transformé en Super Saiyan pour la première fois et pouf, troisième plot twist, Freezer exécute froidement Paragus, ce qui apporte au passage une scène plutôt drôle où Freezer est en mode oh là là Broly, regarde, what the fuck, ils ont tué ton père, oh là là. Putain, ça me fait rire, mais c'est débile et surtout c'est en accord avec le personnage. D'ailleurs, la première fois que j'ai vu cette scène, j'étais tellement heureux de voir Paragus mourir après tout ce qu'il a fait que j'ai lâché un gros cri en mode yes, bien joué Freezer, pour une fois que tu fais quelque chose de bien dans ta vie. Enfin bref, c'était la petite anecdote. En réponse, Broly finira par se transformer en Super Saiyan et pouf, quatrième plot twist, il mélangera sa transformation en Super Saiyan avec son état de demi-Osaru, si je peux appeler ça comme ça, ce qui laisse supposer que Goku peut mélanger le stade de Super Saiyan avec l'Ultra Instinct par exemple, comme ce qui était supposé plus tôt, parce que là ça fait beaucoup de corrélations quand même, c'est limite évident. Suis-je en train de vous teaser une prochaine vidéo? Je sais pas. Mais bref, pourquoi c'est un plot twist de fou au-delà de confirmer qu'on peut mélanger un état et une transformation dans Dragon Ball? Et bien tout simplement parce que ce que vient de faire Broly c'est le principe même du SSJ4. Enfin, pas dans les détails absolus, mais la base de l'idée est la même, mélanger le Ozaru et le Super Saiyan. D'ailleurs, je pense même pas que ce soit un rework du SSJ4. À mon avis, Toriyama y a pensé comme ça sans avoir souvenir du SSJ4. Mais bref, à partir de là, ça devient n'importe quoi. Les animateurs ont donné tout ce qu'ils avaient précédemment et le budget du film a été explosé. Du coup, on va avoir droit à énormément de bouillie en CGI tout au long du combat final, ce qui sera dégueulasse à regarder, mais c'est pas grave. Broly prend le dessus sur Goku et Vegeta, tous deux transformés en SSJB, et après une dernière attaque, Goku décide de se téléporter lui et Vegeta jusqu'à Piccolo afin de fusionner, ce qui signe au passage la canonisation de Gogeta dans l'univers de Dragon Ball. Alors pour être honnête, au début j'avais un peu peur, j'imaginais que Gogeta allait apparaître en guise de fanservice et que ça aurait donné aucune bonne raison scénaristique de le voir dans le film. Et pourtant si, force est de constater qu'il est très bien amené. Toriyama s'est vraiment bien débrouillé sur ce coup. Gogeta a une réelle raison d'apparaître et est correctement exploité. Par la suite, Goku et Vegeta ratent plusieurs fois la fusion et doivent attendre de défusionner à chaque fois. C'est plutôt drôle et même logique, donc ok. Mais du coup, pendant ce temps-là, Broly se déchaîne sur la gueule à Freezer. Ça fait du bien, frappe le plus fort. Gogeta arrive, Freezer voit pour la première fois la fusion de deux personnages et Gogeta lui explique que la fusion est une technique très puissante allant plus loin que la simple addition de deux forces, ce qui donne une preuve de plus que Gogeta et Végéto ont la même puissance dans l'absolu. Mais bref, Gogeta se transforme en SSJB, surclasse totalement Broly qui ne peut plus rien faire et subit simplement le combat. Et au moment de l'attaque finale de Gogeta, celui-ci est sauvé par Shenron qui le téléporte sur la planète Vampa. Celui-ci a été invoqué par Lemo et Chilai entre temps. Freezer s'en va et Lemo et Chilai quant à eux désertent l'armée de Freezer pour rejoindre Broly sur la planète Vampa et vivre avec lui. Goku les rejoint aussi par téléportation instantanée, leur donne quelques capsules et leur demande de revenir une fois de temps en temps sur Terre pour apprendre 2-3 trucs à Broly. Ce qui signe non seulement la fin du film Broly, mais présage également le fait que Broly risque de réapparaître dans Dragon Ball Super. Dragon Ball Super Broly est un excellent film, probablement le meilleur film Dragon Ball qui ait jamais existé jusqu'à aujourd'hui comme dit plus tôt, mais il n'est pas parfait, et là où c'est dommage c'est qu'il aurait pu l'être car il en avait les moyens. La courte durée du film lui porte préjudice et c'est bête quand on sait que le film possède 70 minutes de scènes coupées, mais ça n'enlève pas la réelle volonté de bien faire dans la production du film. Celui-ci voulait approfondir un maximum de choses dans le background de certains personnages, mais également dans l'histoire et la mythologie de Dragon Ball. Malheureusement, par manque de temps et de budget, il a fallu cutter certaines de ces scènes et bourrer certaines de CGI, et à force de trop vouloir respecter un cahier des charges, personne n'a pris le temps de remettre cette vision des choses en question pour en tirer un produit final meilleur. D'ailleurs, c'est quelque chose que je me sens obligé de préciser car beaucoup ont tendance à l'oublier, mais les 70 minutes de scènes coupées de ce film proviennent du scénario original de Toriyama. Donc vous voyez l'homme que vous passez votre vie à insulter en disant qu'il en a plus rien à foutre de Dragon Ball et qui pense qu'à l'argent, bah lui seul il a pondu un meilleur scénario pour Dragon Ball que jamais personne d'autre ne pourra faire, montrant à tous pourquoi il porte sa couronne. Après avoir fini l'écriture du scénario, Toriyama avait laissé une note à l'équipe en charge de la production du film en leur demandant de bien faire les choses car il savait que ce serait un film important pour l'univers de Dragon Ball. Personnellement, je sens énormément de sincérité dans ce message, donc toutes les personnes qui trash talk Toriyama à longueur de journée, franchement, il serait grand temps de se remettre en question. Jamais personne ne pourra mieux faire que Toriyama sur son propre terrain, c'est lui l'âme de Dragon Ball et c'est le seul à savoir faire du bon Dragon Ball. En conséquence, c'était le seul à pouvoir faire une vraie bonne suite à Dragon Ball et c'est ce qu'il a finalement fait avec la Toei Animation et Toyotaro. Mais bon, comme d'habitude, les dirigeants de la Toei choisissent la solution de moindre coût et ont tout fait pour que le film leur coûte le moins cher et leur rapporte le plus possible malgré la demande de Toriyama à l'équipe en charge du projet. Honnêtement, pendant l'écriture de la vidéo et après un troisième visionnage du film, je me suis surpris à voir que malgré la courte durée du film, eh bien il y avait énormément de choses à dire dessus. Tellement de choses à dire dessus que la partie spoil de la vidéo a limite fini par se transformer en review. Et je pense avoir suffisamment loué les mérites de ce film pour que vous compreniez par vous-même à quel point ce film est bon et qui doit servir d'exemple pour tous les prochains produits Dragon Ball. Enfin bref, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager si c'est le cas, à regarder une petite pub sur YouTube pour soutenir la chaîne, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et en attendant une toute prochaine vidéo, je vous dis ciao tout le monde.